Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on va s'intéresser à une approche qui fait beaucoup parler d'elle et qui suscite énormément de questions et d'espoir aussi chez les familles. Le neurofeedback. Oui, bonjour. C'est un sujet qui revient très souvent. Le neurofeedback est souvent mis en avant comme une alternative non médicamenteuse pour le TDAH. C'est ça. On entend des témoignages, on lit des choses, parfois avec des promesses très fortes. Très forte, oui, de transformation, voire de guérison. Alors forcément, pour des parents qui cherchent des solutions, la question est simple et directe. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que la science soutient cette piste? C'est exactement des questions qu'on va aborder aujourd'hui. Notre but, c'est vraiment de faire le tri, de mettre de côté les anecdotes et les on-dit pour se concentrer sur ce que l'on sait de plus solide sur le plan scientifique. Tout à fait. Et pour ça, on va s'appuyer sur une publication vraiment majeure pour essayer d'aider les familles à y voir plus clair et à faire des choix éclairés pour leur enfant. C'est ma bonne démarche. Et pour avoir la réponse la plus fiable possible, on va se baser sur ce qui se fait de mieux en recherche. Une revue systématique avec méta-analyse. Alors voilà, le mot est lâché. Oui, je sais, le nom a l'air un peu barbare, mais l'idée derrière est très puissante et en fait assez simple à comprendre. Expliquez-nous justement, une méta-analyse, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, imaginez que vous avez des dizaines d'études sur le neurofeedback. Une étude trouve un petit effet, une autre n'en trouve pas, une troisième a été faite sur un tout petit groupe. C'est un peu la jungle, on ne sait pas qui croire. Exactement, c'est un vrai casse-tête. La méta-analyse, c'est une sorte de super-étude, une étude des études. Elle va collecter toutes les recherches sérieuses sur un sujet, elle vérifie leur qualité, puis elle combine tous leurs résultats de manière statistique. Pour avoir une vue d'ensemble. Voilà. Le but, c'est d'obtenir la conclusion la plus robuste et la moins biaisée possible. En médecine, c'est considéré comme l'un des plus hauts niveaux de preuve. D'accord, donc là, on ne parle pas d'une petite étude isolée, mais bien du poids lourd de la recherche. C'est la source la plus fiable qu'on puisse trouver sur le sujet aujourd'hui. Absolument. Et celle qu'on va décortiquer est particulièrement récente et solide. Elle est menée par l'équipe de Samuel G. Westwood et elle est soutenue par le groupe européen des recommandations sur le TDAH. Et elle est publiée où? Alors, le titre, c'est Neurofeedback for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, a Systematic Review and Meta-Analysis. Et elle est publiée dans le JAMA Psychiatry. Ah oui, une des plus grandes revues? C'est une des revues scientifiques les plus respectées au monde dans ce domaine, oui. La publication date de fin 2024 pour une édition de février 2025. On est donc sur des données de première fraîcheur. Et en termes de participants, ça représente combien de personnes? C'est là que c'est impressionnant. Ils ont analysé 38 études sérieuses, ce qui représente près de 2500 participants. C'est énorme. D'accord. Et dans leur méthode, il y a un point qui, semble-t-il, change toute la lecture des résultats. Ils ont insisté pour ne prendre en compte que les évaluations faites par des personnes probablement en aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire, en aveugle? C'est le point absolument crucial de toute l'analyse. En aveugle ou en insu, ça signifie que la personne qui évalue, si l'enfant a fait des progrès, Son enseignant, par exemple? son enseignant ou un psychologue extérieur qui fait passer des tests, cette personne ne sait pas si l'enfant a reçu le vrai traitement neurofeedback ou une procédure placebo. Une sorte de faux traitement, en fait. C'est ça, un traitement qui ressemble, mais qui n'a pas d'action spécifique. Attendez, mais pourquoi est-ce si important? On pourrait penser que les parents ou le thérapeute qui suit l'enfant sont les mieux placés pour voir les changements, non? C'est une excellente question et c'est très contre-intuitif. Mais c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le biais d'attente. C'est un mécanisme psychologique très puissant. C'est-à-dire? Quand des parents investissent beaucoup de temps, d'espoir et souvent beaucoup d'argent dans une thérapie, ils veulent que ça marche. C'est tout à fait humain. Bien sûr. Et cette attente, même de manière totalement inconsciente, peut colorer leur perception. Ils vont peut-être remarquer plus facilement les petits progrès et minimiser les difficultés qui persistent. Donc si je comprends bien, l'espoir est tellement fort qu'on finit par voir des améliorations, même si objectivement elles sont minimes ou absentes. C'est un peu dérangeant à dire comme ça, mais oui, c'est un biais psychologique très puissant et bien documenté dans toute la recherche médicale. Je vois. C'est pour ça que la méthode en aveugle est le standard de qualité. En demandant l'avis d'une personne extérieure, neutre, comme un enseignant qui n'est pas au courant du traitement, on obtient une mesure beaucoup plus objective de l'efficacité réelle. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Le décor est planté. Alors allons-y. La question que tout le monde se pose, est-ce que le neurofeedback réduit les symptômes principaux du TDAH, c'est-à-dire l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité? Quel est le verdict? Eh bien, c'est le résultat qui change tout. C'est presque un coup de théâtre. Quand on se base uniquement sur ces évaluations objectives, faites en aveugle, la conclusion est nette, non.
Non. Non, la méta-analyse ne trouve aucune amélioration significative des symptômes globaux du TDAH. L'effet qu'on voyait dans les études moins rigoureuses s'évapore. Il disparaît statistiquement. C'est énorme comme conclusion. Vous dites qu'il n'y a aucun effet? Mais alors, comment on explique tous les témoignages positifs qu'on peut entendre? L'étude ne trouve vraiment aucune nuance? Si, il y a une nuance et elle est importante. Les chercheurs ont quand même regardé de plus près. Ils ont isolé un sous-groupe d'études qui utilisait des protocoles de neurofeedback très standardisés, très précis. Et là, uniquement dans ce cas de figure, ils ont trouvé un effet. Ah, Mais il faut être très clair, cet effet est qualifié de faible mais statistiquement significatif. qu'est-ce que ça veut dire au juste? Faible mais statistiquement significatif. Ça veut dire que ça marche un peu quand même? C'est là toute la subtilité. Statistiquement significatif, ça veut dire que le résultat n'est probablement pas le fruit du hasard. C'est un terme de statisticien. D'accord. Mais le mot important pour les familles, c'est faible. Ça veut dire que la taille de l'effet, l'ampleur du changement est très modeste. Si modeste qu'on peut sérieusement se demander si elle a une réelle importance dans la vie de tous les jours. C'est une amélioration qui existe sur le papier, dans une analyse, mais qui ne se traduit probablement pas par un enfant qui soudainement arrive à rester assis pendant tout le repas. Ou à faire ses devoirs sans se disperser, c'est ça. Je vois, c'est une amélioration qu'un logiciel de statistique peut détecter, mais pas forcément un parent à la maison, c'est bien ça. C'est une excellente façon de le résumer. La pertinence clinique, comme on dit, est très discutable. D'accord, donc pour les symptômes visibles, l'agitation, la distraction, le bilan est très mitigé. Mais le TDAH, ce n'est pas que ça. Il y a aussi ce qui se passe sous le capot, dans les rouages du cerveau. Est-ce que le neurofeedback a un impact là-dessus, sur ce qu'on appelle les fonctions cognitives? Les chercheurs ont aussi regardé cet aspect. Et là encore, la réponse globale est non. Pas d'effet significatif démontré sur l'attention soutenue, sur la capacité à s'inhiber. C'est-à-dire à ne pas faire la première chose qui nous passe par la tête. Exactement. Ni sur la mémoire de travail. Mais là aussi, il y a une petite exception, je crois. Une seule, en effet. Ils ont trouvé une amélioration, encore une fois faible mais significative, sur ce qu'on appelle la vitesse de traitement. La vitesse de traitement. Pour faire simple, c'est un peu la vitesse du processeur de notre cerveau. C'est la rapidité avec laquelle on peut percevoir une information, la comprendre et y réagir. Donc on aurait un cerveau qui calcule un peu plus vite, mais ça ne se traduit pas par moins d'hyperactivité ou plus de concentration globale. C'est assez contre-intuitif, ça. Ça l'est. Votre image est parfaite. En théorie, un enfant pourrait être un peu plus rapide sur un test en laboratoire, mais ça ne dit rien de sa capacité à rester concentré sur ses devoirs à la maison. L'étude mesure une performance sur un test, pas l'impact dans la vie quotidienne. Et cet effet, il dure. C'est un point intéressant. Ce petit gain en vitesse de traitement semble se maintenir dans le temps, 6 à 12 mois après la fin des séances. C'est le seul effet qui semble perdurer. D'accord. Bon, si le neurofeedback seul n'est pas très efficace, c'est intéressant de voir comment il se compare à d'autres traitements, non? Oui, et c'est très éclairant. D'abord, la comparaison avec le méthylphénidate, qui est le traitement médicamenteux de référence. Et là, Là, les résultats sont sans appel. Le méthylphénidate est très significativement plus efficace que le neurofeedback pour réduire les symptômes du TDAH. Ce n'est même pas comparable. d'accord. Et par rapport à d'autres approches non médicamenteuses, je pense à ces programmes d'entraînement cérébral sur ordinateur par exemple, Aucune différence significative n'a été trouvée. Le neurofeedback ne fait pas mieux que d'autres formes d'entraînement cognitif. qui, de leur côté, ont déjà une efficacité assez limitée. Exactement, comme d'autres méta-analyses l'ont déjà montré. Donc, ils ne se démarquent pas du lot, non. Une dernière question sur les résultats humains. On entend parfois parler de nouvelles technologies de neurofeedback, plus modernes, qui utilisent l'imagerie cérébrale en temps réel, les RMF. Est-ce que ça pourrait changer la donne? C'est une piste de recherche, mais pour l'instant, l'étude conclut qu'il y a encore trop peu de recherches sérieuses sur ces nouvelles technologies. Et le peu de données disponibles, eh bien, il ne nous montre pas de bénéfices non plus. La technologie évolue, mais le résultat à ce jour reste le même. Si on met tout ça bout à bout, ça dessine un portrait assez clair. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les familles qui nous écoutent? Quel est le grand message à retenir? Le message principal, c'est qu'après des décennies de recherche, cette analyse, qui est la plus complète et la plus rigoureuse qu'on ait, conclut que le neurofeedback utilisé seul n'est pas un traitement dont l'efficacité sur les symptômes principaux du TDAH est démontrée. Au niveau d'un groupe, en tout cas. Oui, au niveau d'un groupe. Cela nous invite à une très grande prudence face aux promesses parfois spectaculaires. Et ça nous ramène à ce qu'on disait au début sur le biais d'attente.
Si les effets objectifs sont quasi nuls, d'où viennent les améliorations que certains parents sont persuadés de voir? C'est la question clé. Et la science a des réponses. Il y a l'effet placebo, bien sûr. Le simple fait de croire en un traitement peut produire une amélioration subjective. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs non spécifiques. C'est-à-dire? Pendant les séances de neurofeedback, l'enfant reçoit une attention individuelle d'un adulte bienveillant, il est dans un cadre calme, on l'encourage à se concentrer. Il apprend peut-être juste à se poser, en fait. Il apprend peut-être des stratégies pour se calmer, oui. Tous ces éléments sont positifs en eux-mêmes, mais ils n'ont rien à voir avec la technologie et les électrodes sur la tête. C'est un point absolument essentiel. Et ça m'amène à une autre question, celle des ressources. Le neurofeedback, c'est une démarche qui demande beaucoup de temps, d'énergie et qui est souvent très chère. Absolument, et l'étude utilise un terme très juste, le coût d'opportunité, Le coût d'opportunité. sacré à l'aide de votre enfant. Chaque heure et chaque euro dépensé pour une approche dont l'efficacité n'est pas prouvée. Ouais, c'est 1 heure et 1 euro qui ne sont pas investis dans des stratégies qui, elles, ont fait leurs preuves. Exactement. Comme la guidance parentale, les aménagements à l'école, les thérapies comportementales, les approches recommandées dans les guides internationaux reposent sur des montagnes de preuves scientifiques solides. Le vrai risque, ce n'est pas que le neurofeedback soit dangereux, C'est qu'ils fassent perdre un temps précieux. c'est qu'il détourne les familles de ces pistes efficaces, oui. Essayons de résumer les points pratiques à garder en tête après cette discussion. Quel serait le premier message? Le message le plus direct, c'est que l'état actuel des connaissances ne permet pas de recommander le neurofeedback comme un traitement de première ligne, ni même comme une approche autonome efficace pour le TDAH. Les preuves sont trop fragiles, voire absentes pour les symptômes principaux. Le deuxième message, pour moi, c'est de comprendre comment la science fonctionne. Cet exemple montre à quel point il est crucial de se fier à des études rigoureuses avec cet aveugle. C'est un excellent point. L'énorme différence de résultats entre les évaluations des parents et celles des enseignants nous rappelle que nos espoirs peuvent nous jouer des tours. La rigueur scientifique n'est pas juste un détail pour chercheurs, c'est notre meilleure boussole pour ne pas se perdre. Alors, pour être bien clair, est-ce que ça veut dire que personne, jamais, ne peut se sentir mieux avec le neurofeedback? Non, et c'est une nuance importante. L'étude conclut qu'il n'y a pas d'effet significatif au niveau du groupe. Ça ne veut pas dire qu'un individu, à titre personnel, ne peut pas ressentir un bien-être. Le problème, c'est qu'on ne peut absolument pas prédire qui pourrait en bénéficier. Et surtout, les effets qu'on peut mesurer objectivement à grande échelle sont, au mieux, négligeables. Ce qui nous amène à un conseil très concret. Si une famille entend parler de cette approche, que doit-elle faire? La meilleure chose à faire est d'en discuter ouvertement avec l'équipe qui suit l'enfant, le pédiatre, le pédopsychiatre, le psychologue. Il faut oser poser des questions directes. Comme par exemple? Quel est le niveau de preuve scientifique qui soutient cette approche pour le TDAH? Ou comment ça se compare aux approches recommandées par les guides de bonne pratique? Un professionnel qui base sa pratique sur la science doit pouvoir répondre de manière transparente à ces questions. Pour conclure, cette grande étude nous invite donc à beaucoup de prudence. Elle nous rappelle que l'enthousiasme, notamment pour des approches technologiques, doit toujours être confronté à l'analyse rigoureuse des faits. C'est ça. Et pour le neurofeedback dans le TDAH, à l'heure actuelle, les preuves d'efficacité sur les symptômes qui handicapent le plus au quotidien manquent à la peine. Pas une porte fermée à tout jamais, hein. La science avance, peut-être qu'un jour, avec des techniques plus fines, on identifiera un sous-groupe très spécifique de personnes pour qui ça pourrait fonctionner. Mais aujourd'hui, en 2025, les données nous disent que ce n'est pas une voie à privilégier. C'est une information cruciale pour les familles qui ont besoin de s'appuyer sur des données solides pour faire les meilleurs choix possibles. Et pour laisser une pensée ouverte, on pourrait se demander si ce petit effet sur la vitesse de traitement, même s'il ne change pas les symptômes, pourrait avoir un impact ailleurs, par exemple sur les apprentissages scolaires. Les études ne répondent pas à cette question, ça montre bien toute la complexité. La recherche a encore du travail. En tout cas, le message pour aujourd'hui est clair. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pôle Autisme. Pour conclure, cette grande étude nous invite à la prudence. Elle nous rappelle que l'enthousiasme pour une approche doit toujours être tempéré par une analyse rigoureuse des faits. Pour le neurofeedback dans le TDAH, les preuves d'efficacité sur les symptômes cardinaux manquent à ce jour. C'est une information essentielle pour les familles qui doivent faire des choix éclairés, entourés par des professionnels qui s'appuient sur des données solides. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le docteur Stéphane Eliez pour la Fondation Pôle Autisme. Prenez soin de vous, à bientôt.